Bonjour et merci d'être venu à cette présentation où il ne sera pas question d'IA sur Kubernetes, pour une fois, euh, mais plutôt de fonctions d'ordre supérieur, de fonctions anonymes et de leur implémentation avec un petit peu un petit tracé, un petit voyage historique pour expliciter tout ça. Alors très rapidement, qui je suis? Donc Frédéric Cabestre, hein, il n'y a pas de handle Twitter, j'ai quasiment quitté Twitter là. Je suis artisan développeur indépendant, issu du monde académique il y a très très longtemps. Ça a laissé des traces. Euh, Accessoirement, si vous avez des sujets ésotériques à traiter ou des équipes à faire accompagner, vous pouvez faire appel à moi, il n'y a pas de problème. Vous trouverez bien une façon de me contacter. Donc, fonction d'ordre supérieur. C'est quoi une fonction d'ordre supérieur? C'est tout simplement une fonction qui peut prendre une fonction en paramètre, ou des fonctions en paramètre, et qui peut retourner des fonctions en résultat. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cadre-là, les fonctions, ça devient des citoyens de première classe du langage. On peut les passer en paramètres, comme je viens de le dire. On peut les affecter à des variables aussi. D'accord? Et dans ce cadre-là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut définir des fonctions, on va dire à la volée, c'est-à-dire anonymes, sans avoir besoin de les nommer quelque part. Dans la suite de la présentation, il y aura pas mal, même beaucoup de fragments de code. Mais ils ne seront pas plus compliqués que ça, normalement. Enfin, si, sur la fin, ça risque d'être un peu plus... Mais bon. Donc, pas mal de fragments de code. Là, c'est du Kotlin, et ça sera souvent du Kotlin. Alors, ça aurait pu être du C#, du Rust, du JavaScript. Non, pas JavaScript, oubliez. Mais ça devrait être relativement simple à suivre pour vous, même si vous ne connaissez pas Kotlin. En plus, c'est un petit côté didactique. Et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'il est typé statiquement. Donc ça va nous aider aussi un petit peu. Contrairement à ça, Common Lisp. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que ça, c'est l'autre fil rouge de la présentation. On va parler pas mal de l'histoire de différents dialectes de Lisp. On arrive déjà à Scheme, je vais trop vite. De Lisp. Alors j'aurais pu illustrer avec du Lisp, mais non, j'ai pas envie de vous perdre. D'autant plus que moi, personnellement, j'étais enseignant en TP de Lisp il y a 25 ans, et quand j'ai voulu réécrire ce code-là, j'en ai bavé. Donc, ça va le faire comme ça. Donc si je reprends mon exemple, c'est quoi l'intérêt d'avoir des fonctions d'ordre supérieur? Déjà, c'est d'avoir un style de programmation un petit peu différent, plus déclaratif. Donc, par exemple, ici, si je considère ce petit exemple, et que j'ai une fonction filter qui peut s'appliquer sur des itérables, auquel je peux passer un prédicat, donc une fonction d'un certain type vers booléen, je peux expliciter le filtrage d'une liste ou d'un itérable sans avoir besoin de rentrer dans la pénibilité de faire gérer une boucle, ainsi de suite. On est plus dans le déclaratif, dans la déclaration d'intention de ce qu'on veut faire que dans le procédural. Qui dit fonction comme objet, comme citoyenne de première classe du langage, dit qu'il va falloir aussi pouvoir déclarer leur type, éventuellement. Ici, par exemple, j'ai un type de prédicat. Ça prend un entier et ça retourne un booléen. C'est typiquement le prédicat qu'on avait avant et qu'on va voir tout le temps pendant la présentation. Ici, j'ai un type. Alors ça, c'est du Kotlin. J'ai oublié de préciser. C'est la syntaxe Kotlin pour déclarer des types fonctionnels. Ça aura son importance plus tard. Ici, j'ai un type de fonction qui prend un int, une string, qui retourne une string. Un peu plus sympa. Là, j'ai une fonction d'ordre supérieur. Ça prend une fonction de float vers float, et ça me retourne un float. Donc ça prend bien une fonction en paramètre. Et là, ça y ressemble, mais ce n'est pas la même. Ça prend un float en entrée, et ça retourne une fonction de float vers float. Les parenthèses sont importantes. Là, sur le dernier exemple, ils ont sauté à cause de la précédence de l'opérateur flèche. Bon, rentrons pas dans le détail, c'est pas important. Ce qui est en surbrillant, c'est là donc, en Kotlin, en tout cas, c'est une lambda. Donc une fonction qui n'a pas de nom, qui va prendre un paramètre x et qui va vérifier qu'il est divisible par 2 en valeur entière, en prenant son modulo, donc en gros pour savoir s'il est pair. Voilà. En Kotlin toujours, ça on ne le verra pas trop dans la suite, quand on a une lambda à un seul argument, l'argument peut
automatiquement le nommer it implicitement. Ça, c'est une astuce. Et ça, on le verra peut-être un peu plus souvent dans le code. Quand une fonction est le dernier paramètre d'une autre fonction, bon, en fait, on peut sortir des listes de paramètres. C'est un truc qui a été, je crois, emprunté à Groovy, je ne suis pas sûr, mais qui a un côté sympathique pour Kotlin, c'est que ça permet facilement de faire des DSL embarqués. Enfin, voilà. Bon, c'est pas fondamental pour la suite de l'histoire. Mais l'exemple de prédicat précédent, là, pour vérifier si c'était divisible par deux, c'est pas super intéressant pour ce que j'ai raconté par la suite. Donc on va essayer d'en prendre un autre ici, parametric predicate, qui prend deux paramètres. Le premier, c'est pour paramétrer le prédicat. Et le deuxième, ça sera une valeur à tester. Alors paramétrer le prédicat, pourquoi? Parce qu'on va faire un calcul relativement long. Bon, effectivement, cet exemple est totalement tiré par le peu de cheveux qu'il me reste. Mais l'idée, c'est voilà, éventuellement un calcul relativement long pour obtenir une valeur C. Et puis, on va faire comme tout à l'heure, tester le modulo, mais le modulo C cette fois. Donc le modulo du résultat d'un calcul long. Et pour pouvoir utiliser ce prédicat dans mon contexte là, de mon bout de fragment de code fil rouge, eh bien, il va falloir l'adapter parce qu'il a deux paramètres. Dans mon filter, j'ai qu'une seule valeur à tester. Et là, ce que je dis, c'est que je veux une instance de parametric predicate qui fonctionne avec comme premier paramètre 3. Et donc, pour pouvoir le passer à filter, il va falloir que je l'enrobe aussi dans une lambda. Et lambda un petit peu à tous les étages. Le défaut de ce truc, enfin le défaut de ce parametric predicate, écrit comme ça, c'est que à chaque itération de filter, il va refaire le calcul long. Long computation va être fait à chaque fois. C'est pas tip top. Alors, une solution évidente, hein, ça serait de dire, tu sors ce calcul de parametric predicate, tu le mets à l'extérieur, tout va bien. Et oui, on pourrait faire comme ça serait une solution. Alors, ça nous ferait perdre un petit peu de l'encapsulation de la logique dans parametric predicate, mais ça pourrait être une solution. Moi, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est une autre solution qui permettrait, on va dire, d'appliquer partiellement ce parametric predicate à ces différents arguments. Et ça va passer par un truc qu'on appelle la curification. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Curification, ça vient du nom d'un logicien du XXe siècle qui travaillait sur la logique combinatoire, qui s'appelle Haskell Curry, et dont le prénom a servi à nommer un célèbre langage fonctionnel actuel. En fait, en réalité, le concept, il n'a pas été découvert par Haskell Curry, mais par un autre logicien du XXe siècle qui s'appelle Moses Schoenfinkel. Mais comment dire, Schoenfinkelification, c'est un peu compliqué à dire encore, j'en restais à ça. Alors, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, quand j'ai une fonction à deux paramètres, je peux éventuellement la voir comme une fonction à un paramètre qui retourne une fonction à un paramètre qui me retourne le résultat. Et on peut éventuellement appliquer ça à n paramètres récursivement. Si ça marche avec deux, vous l'aurez appliqué, pas de problème. Et ça, ce qui est sympa, c'est que ça va me permettre de voir la fonction f comme une fonction que je vais pouvoir appliquer partiellement. C'est-à-dire que je peux l'appliquer à son premier argument, ça va me retourner une fonction que je vais pouvoir appliquer à un deuxième argument, et ainsi de suite. On va pouvoir le faire graduellement comme ça. Dans le cas de mon parametric predicate, ça donnerait quoi si je voulais curifier? Ça donnerait ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on voit là clairement? On voit que mon parametric predicate ne prend plus un seul paramètre et retourne bien une fonction de int vers booléen, un prédicat. Et tant qu'à faire, ça le retourne, enfin voilà, on construit la lambda, la fonction anonyme qui va être retournée, qui correspond à int vers booléen. Et pour utiliser ça, toujours dans le cadre de mon fragment de code usuel, déjà, la première chose que je vois, c'est que le résultat de parametric predicate appliqué à 3, c'est une fonction, mais comme les fonctions sont des citoyens de première classe, je peux très bien l'affecter à une variable. Pourquoi pas? Cette variable est d'un type fonctionnel, que je peux utiliser dans mon filter. Zéro souci. Ça marche comme tout à l'heure. Là, par contre, l'avantage par rapport à tout à l'heure, c'est que long computation n'a été fait qu'une seule fois. Je n'ai pas eu besoin de le sortir, mais ça a été fait une seule fois, au moment où j'ai instancié parametric predicate de 3. Terminé. Et après, ça me donne une fonction qui ne recalcule pas cette partie-là. Voilà. Ça, c'est un des intérêts d'employer la curification. Ce n'est pas le seul, c'est pas non plus anecdotique, mais ça a sa valeur. Donc ça, c'était
c'était la base sur laquelle on va travailler par la suite. Mais on va faire d'abord un petit retour historique. En 1958, naissance de Lisp. Alors, la version 1.5, c'est pas exactement la naissance, mais bon, presque. Et ce charmant barbu, là, c'est John McCarthy. Alors, John McCarthy, c'est un gars qui a été prix Turing en 1971. C'est un gars, donc, chercheur à l'université Stanford. Il a travaillé sur plein de choses. Il a travaillé sur les systèmes d'exploitation à temps partagé. Alors, pensez Unix, tout simplement. Pensez système d'exploitation actuel. Et j'avais dit que ce n'était pas sur l'IA. En fait, c'est un pionnier de l'IA. En fait, c'est même le gars qui a employé pour la première fois le terme intelligence artificielle. On lui doit à lui. Il a travaillé dans ce cadre-là, par exemple, sur un algorithme assez connu qui s'appelle Alpha-Beta, qui sert dans les programmes de jeux, comme les échecs ou les dames, enfin ce type de jeu. Et donc, c'est lui qui a, enfin lui et son équipe, qui a créé Lisp en 1958. Alors, il faut noter que Lisp, c'est quand même le deuxième langage concret, pratique, vraiment, qui est existé après Fortran, qui date de 1954. Lisp, alors ça c'est tiré d'un article historique écrit par John McCarthy. Lisp, c'est fait pour la manipulation symbolique, par opposition à Fortran, qui est un langage de calcul numérique. Fortran, c'est un langage pour l'ingénieur, qui doit calculer des contraintes, des choses comme ça. Lisp, c'est fait pour manipuler des symboles, donc c'est plus fait pour, effectivement, la recherche. Par exemple, sur la première application, ça a été la dérivation symbolique de fonctions mathématiques. Comme vous feriez si vous deviez dériver une fonction à la main, vous ne feriez pas le calcul, vous feriez une dérivation de la fonction. Il faut calculer f' de x. Et donc, du coup, ça a fait que c'est un langage qui a été très prisé en recherche en intelligence artificielle, du moins jusqu'à l'avènement de ce qu'on connaît maintenant, en théorie des langages, que ce soit langage naturel ou langage de programmation. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'initialement, Lisp n'avait pas de fonction d'ordre supérieur. En fait, il avait une syntaxe relativement proche de Fortran, qu'on appelait le M-language, qui s'appliquait sur des listes, voilà, qu'on appelait le S-language. Et en fait, ils se sont aperçus rapidement qu'on pouvait plonger l'un dans l'autre. Il suffisait de définir une fonction eval, une fonction apply, et puis on pouvait se débrouiller pour que finalement l'un soit plongé dans l'autre. Ce qui fait de Lisp, ce que vous avez vu tout à l'heure, un langage qu'on dit homo-iconique, c'est-à-dire un langage dont la forme du programme et les structures de données manipulées sont identiques. Alors, par exemple, un autre truc évident, c'est le langage machine. C'est aussi homo-iconique. Voilà. Les données et les instructions, c'est le même type de données, enfin de structure. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et puis c'est aussi le premier langage dans lequel on a introduit un garbage collector, tant qu'à faire. Dans le jargon Lisp, un argument fonctionnel d'une fonction, ça s'appelle un funarg. Lisp, avec cette histoire de fusion, d'homo-iconicité, a gagné aussi en même temps la possibilité d'avoir des fonctions d'ordre supérieur, ce qu'il n'avait pas au départ, comme je vous le disais, et la possibilité de définir des fonctions anonymes à travers un mot-clé qui s'appelle lambda. Étonnamment, pendant longtemps, j'ai pensé que McCarthy s'était inspiré du lambda calcul et que Lisp était un langage fonctionnel. En fait, ce n'était pas vrai au départ. Ce n'était pas essentiellement ça. D'ailleurs, c'est McCarthy lui-même qui le dit. Et donc, les funargs en Lisp, au début, ont un problème. Ici, un problème qui est analysé dans ce mémo du laboratoire d'intelligence artificielle du MIT par Moses Schoenfinkel, excusez-moi, Joël Moses, donc pour moi. Alors, c'est quoi ce problème? Alors, pour essayer de le dérouler, on va reprendre notre exemple. Je l'ai juste un poil simplifié. Dans la fonction main, ce n'est pas un filter qu'on utilise. On applique predicate directement. Et puis, j'ai rajouté un autre petit goodies. Au début de main, il y a une déclaration de variable qui prend la valeur 2. Là, ça, c'est le moment d'autopromotion éhonté de ma part. Parce qu'en fait, j'avais fait il y a 2 ans une présentation sur la compilation de fonctions récursives. Et en fait, je me dis que finalement, en fait, c'est vraiment un assez bon complément à la présentation que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Donc,
on va essayer de dérouler le bout de code qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour ça, il faut déjà préciser un certain nombre de termes. Une fonction, ça s'exécute dans un environnement d'exécution qui, grosso modo, va contenir ses résultats intermédiaires, éventuellement les paramètres qu'on lui passe si on n'a pas pu lui passer autrement, et bon, ainsi de suite. Cet environnement d'exécution, il est caractérisé par ce qu'on appelle un enregistrement d'activation. Un enregistrement d'activation, c'est un petit peu ce qu'on voit là sur le schéma, c'est créé à l'activation de la fonction, donc quand on rentre dans la fonction, et c'est détruit quand on en sort. Alors évidemment, immédiatement, on pense à une pile. Oui, c'est vrai que 98% des langages, ou plus même, utilisent un mécanisme de pile pour gérer ça. Et il y en a quelques-uns à la marge qui font autrement. Et l'environnement d'exécution de la fonction, ben, c'est son enregistrement d'activation, plus tous les enregistrements d'activation des fonctions appelantes. Donc ça, c'est le contexte. Et donc, si on déroule le truc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a C, qui au départ était sans valeur, qui se fait affecter la valeur 42. Et puis, on va appeler paramétrique predicate de 3. Donc, on alloue en enregistrement d'activation, avec dedans un C qui n'a pas de valeur. Et puis, on va appeler long computation, avec comme valeur 3. Donc, on met un enregistrement d'activation pour long computation, où il n'y a pas grand-chose dedans pour l'instant, parce que bon, voilà. Et long computation fait son calcul, donc voilà, 3 x 3, 9, c'est vachement long. Donc ça, c'est la valeur de résultat à retourner à l'appelant. Et donc c'est retourné à l'appelant, on enlève l'enregistrement d'activation qui vient d'être créé, et la variable C se retrouve affectée avec la valeur 9 dans l'environnement de paramétrique predicate. Et là, naïvement, on pourrait dire qu'on pourrait faire commencer, puisque cette fonction-là doit retourner une lambda, une fonction anonyme, eh bien, il n'y a qu'à retourner un pointeur sur le code de cette lambda, une adresse de code en mémoire. Donc, admettons qu'on fasse ça, ou l'équivalent. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'adresse du code compilé est remontée, donc affectée à predicate. OK, tout va bien. On va appeler predicate avec la valeur 80 à tester. OK, donc on va allouer un enregistrement d'activation pour predicate de 81. Et là, il n'y a pas de valeur pour C dedans. Eh non, il n'y a pas de valeur pour C. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, on va remonter dans les enregistrements d'activation des parents, enfin des appelants. Et là, on remonte dans l'enregistrement de main, on trouve une valeur qui est 42, et ce n'est pas le résultat qu'on escomptait. Parce qu'au départ, on s'attendait à avoir 80 divisé par 9, oui, ça marche, donc la réponse était positive, et bien là, non. Alors, est-ce que c'est faux? Pas forcément. Une chose est sûre, c'est que s'il n'y avait pas eu du tout de valeur, peut-être qu'on aurait pu, selon les langages, arriver carrément à un plantage. Bon, qu'est-ce qui vaut mieux, un langage qui donne un résultat faux sans le dire ou qui plante? Pas clair. Bon. En tout cas, pendant longtemps, cette façon de faire, ça a été la pratique en Lisp. Ça s'appelle de la liaison dynamique des variables libres de la fonction. Voilà. C'est comme ça qu'on faisait, on trouvait ça raisonnablement normal, suffisamment normal pour que pendant longtemps, ça devienne, ça rentre dans des idiomes de Lisp. Alors ce qu'on appelle un idiome dans un langage, c'est quand on a un pattern comme ça récurrent qui est très lié à la sémantique du langage lui-même. Donc ici, Lisp fonctionnait comme ça, avec de la liaison dynamique, donc on trouvait ça naturel. Après, bon, c'est pas génial en termes de ce qu'on appelle dans la programmation fonctionnelle le raisonnement local. C'est-à-dire être capable de raisonner vraiment sur la fonction elle-même. Là, il faut raisonner sur la fonction, mais éventuellement, sachant que le contexte d'utilisation va être... ça sort un peu de ce cadre-là, donc du coup, ça peut être un peu gênant. Et ça a été donc débattu pendant longtemps, jusqu'à ce que arrive Scheme, qui est un dialecte de Lisp. Et qu'on rencontre ce bonhomme, donc Guy Lewis Steele Jr., encore quelqu'un qui a travaillé entre autres au MIT, décidément le MIT. Bon, ce type, il a fait énormément de choses aussi. C'est un des co-créateurs d'Emacs. Il a porté une première version de TeX, le langage de typesetting de Donald Knuth. Il a travaillé pour une boîte qui s'appelle Thinking Machines dans les années 80 sur StarLisp et C-Star, c'est deux langages de programmation parallèle. Il a participé à la normalisation de Common Lisp, C, Fortran, dans différents comités. Et puis surtout, il a bossé pour Sun Microsystems sur Java,
parce qu'il a été embauché par Sun Microsystems en 1994. Donc en fait, il y a beaucoup de choses dans Java qui lui sont qu'on lui doit. Et puis encore avec Oracle par la suite, parce qu'en 2010, il a été rembauché par Oracle quand Sun a giqué. Donc il a travaillé énormément sur Java, ce bonhomme. Et donc il a aussi co-créé Scheme avec Gerald J. Sussman. Scheme qui est un dialecte de Lisp, où on va le voir, ce qui compte, c'est justement d'abandonner la liaison dynamique et revenir sur la liaison qu'on appelle lexicale. On va voir ce que c'est. Il a aussi écrit pas mal de papiers, des célèbres, les fameux Lambda The Ultimate Papers, où il reprend justement le parti de la liaison lexicale, et il dit que c'est un outil puissant pour la programmation, en faisant des comparaisons avec GoTo. Là, celui-là, c'est Lambda The Ultimate GoTo, par exemple. Alors, c'est quoi la liaison lexicale? C'est quelque chose qui est déjà très utilisé, enfin, qui est au fondement de l'interprétation du lambda calcul. Je ne vais pas rentrer dans le lambda calcul, je sais qu'en général, j'ai flippé tout le monde. Mais c'est déjà au fondement depuis les années 30 de l'interprétation du lambda calcul. C'est dire que, contrairement à la liaison dynamique, les variables libres d'une fonction, elles doivent avoir la valeur de l'endroit où on a défini la fonction et non pas de l'endroit où on utilise la fonction. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe par la suite. Et c'est quelque chose qui est en plus maîtrisé. Là, on parle de 1975 pour Scheme, mais c'est quelque chose qui est maîtrisé, enfin du moins qui est théorisé depuis déjà longtemps. Ici, dans un article fondateur de P.G. Landin de 1964, où il parle d'évaluation des mécaniques des expressions, et où déjà il introduit le terme qu'on va voir maintenant, closure. Tiens, d'ailleurs, P.J. Landin, auquel on doit aussi un autre mot que vous utilisez régulièrement, c'est sucre syntaxique. C'est à lui qu'on le doit. Alors, on va reprendre notre exemple et on va le redérouler à partir de là où ça fait mal. Donc, enfin, où ça fait mal. Donc paramétrique predicate, tout s'est fait en dessous, il a récupéré sa valeur pour C. Et là, donc, du coup, on disait, un pointeur sur du code, là, sur le code de la lambda, c'est pas suffisant, ça va pas le faire, il manque un truc. Il faut, en fait, l'environnement de la fonction à ce moment-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur le tas, on va allouer une structure dans laquelle on va mettre le fameux code, le fameux pointeur sur le code, et puis on va mettre l'environnement. Là, en l'occurrence, C doit avoir la valeur 9. Nickel. Alors pourquoi dans le tas? Tout simplement parce qu'un enregistrement d'activation d'une fonction, ça s'enlève. Si on l'avait mis dans l'enregistrement d'activation, là on l'aurait perdu. Donc forcément, pour pouvoir le propager vers le haut et pour que predicate récupère cette valeur-là, il fallait qu'elle soit sur le tas. Enfin, du moins dans cette situation-là. Effectivement, si on le fait en descendant, c'est peut-être pas vrai, mais bon, rentrons pas dans les détails. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une closure. C'est ça une closure. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on pourrait voir les fonctions anonymes lexicalement liées comme un concept de langage, en fait, et les closures comme un détail d'implémentation, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on a tendance, dans les discours, à mélanger un petit peu les deux. On dit closure pour dire lambda lexicalement lié. Bon, c'est vrai que c'est plus court. Pourquoi pas? On peut se permettre de faire la confusion. Mais vraiment, il y a vraiment l'idée d'un concept de langage et d'un détail d'implémentation. Et là, du coup, dans ce cadre-là, quand je vais évaluer mon predicate, oups, il me manque un bout. C'est pas predicate de 3, c'est predicate de 81. Voilà. Erreur sur le transparent. Là, ça va bien se passer, parce qu'on est dans le bon environnement. On a bien C qui est égal à 9. On ne va pas aller chercher bêtement C égale 42 au-dessus. Et donc, du coup, le résultat va être celui qu'on attend. Toute la fin des années du XXe siècle, ça a été vachement poussé, cette utilisation de la liaison lexicale, par toute la communauté de la programmation fonctionnelle. En particulier avec deux emblématiques langages, OCaml et Haskell. D'ailleurs là, je vous rappelle deux rapports de recherche qui parlent l'un de l'implémentation d'OCaml et l'autre de l'implémentation d'Haskell, qui sont super intéressants. Et ce sont deux langages aussi qui font énormément usage de fonctions d'ordre supérieur et qui mettent la curification très très en avant, beaucoup plus en avant que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis le temps passe, et puis on arrive en 2007 avec Clojure. Alors, Clojure,
c'est un dénommé Rich Hickey qui a pris la marotte d'implémenter un dialecte de Scheme sur autre chose qu'une machine faite pour faire du Scheme. Donc, qui dit Scheme dit liaison lexicale. Il a pris aussi le parti de la liaison lexicale. Il a fait une première tentative sur la plateforme .NET. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi il n'a pas continué d'ailleurs. Et puis, il a transféré ça sur la JVM. Donc, c'est un des innombrables langages au-dessus de la JVM, autre que Java. Il a aussi pris plein d'autres parties parce que la JVM ne supporte pas l'optimisation des appels terminaux. Je vous renvoie à ma présentation, c'est la promotion tout à l'heure. Et donc, bon, tout ça, il l'explique assez bien dans ce papier de l'ACM on Programming Languages. Et comment il aurait pu se proposer d'implémenter les closures, les lambdas lexicalement liés sur cette plateforme qui n'était pas prévue pour au début. Déjà, une première chose, c'est que la structure que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est assez rigolo. On voit qu'il y a un environnement et puis il y a une fonction. Ça ressemble à un objet, ce truc. Sur une plateforme qui est faite pour des langages objets, il y a peut-être un truc. Deuxièmement, je vous parlais d'une première transformation qui est vachement utilisée dans les compilateurs pour les langages fonctionnels, qui s'appelle le lambda lifting. Alors, c'est pas fondamental, mais c'est une étape importante. Et en plus, assez rigolo, ça s'appelle le lambda desugaring dans l'implémentation des lambdas de Java. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'en fait, il y a un terme consacré depuis longtemps. Il faudrait que je demande à Rémi Forax. L'idée, c'est quoi? C'est notre paramétrique predicate, là, avec une lambda dedans. Ce qu'on va faire, c'est que le corps de la lambda, ou la lambda, on va la sortir, on va la lifter. Et on va en faire une fonction à part entière, nommée, tant qu'à faire, avec tous les paramètres qu'il faut, c'est-à-dire ici le paramètre qui correspond à la variable capturée et le paramètre de truc à tester. Donc en fait, c'est une fonction qui est fermée. Il n'y a pas de variable libre, là, donc, contrairement à ma lambda du dessus. Et puis ça, il va falloir l'utiliser. Donc on va faire un return encore d'une lambda. Alors vous allez me dire, on n'a pas avancé d'un pouce. C'est pas faux. Parce qu'en fait, maintenant, il y a une deuxième transformation qu'on appelle la closure conversion, qui, elle, est vraiment la transformation importante, fondamentale dans cette histoire. Alors, la closure conversion, bon, c'est toujours du Kotlin. Une data class en Kotlin, on va dire, grosso modo, c'est une structure, pour faire simple. Une structure avec des records, enfin un record. Là, j'ai fait ultra simple, parce qu'en fait, ce code, il existe, il tourne, il marche. Et j'ai fait ultra simple, et donc dans cette closure, entre guillemets, il y a un champ pour la variable capturée. Alors vous imaginez bien que s'il y en avait plein, ça ne marcherait pas, hein. C'est un cas super simplifié. Et un champ pour le code. C'est un pointeur sur du code. Bon, ok, c'est une fonction, mais c'est quand même aussi un pointeur sur du code. Là, on est en train de pointer, on va pointer sur quelque chose qui n'a pas de variable libre. Et comment on peut utiliser ça dans le cadre toujours de notre exemple? Tout simplement en disant, paramétrique predicate, maintenant, il ne va pas retourner une lambda, mais on l'a compilé d'une certaine façon, on l'a traduit en disant il va retourner une closure qui capture une certaine valeur et qui correspond à une certaine fonction qui n'est autre que notre fonction lambda liftée du paramètre du slide de juste avant. Et ça, si on change notre paramétrique predicate, il faut changer aussi le point d'appel. Et donc, là où on appelle paramétrique predicate, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Puisque predicate maintenant est une closure, on va dire qu'on va appliquer au code qui est dans la closure la variable capturée, et la valeur qu'on veut tester. Fin de l'histoire, la boucle est bouclée. Là, on a une implémentation possible, ultra simplifiée et pas du tout généralisable, de ce que pourrait être une closure. Et c'est bien quelque chose qui ressemble à un objet. Ok. Ça, c'était la version simple. Enfin, la version simple. La version avec les doigts, qui marche. Entre-temps, les fonctions anonymes, lexicalement liées, font leur chemin,
travers, enfin dans pas mal de langages, comme je vous ai dit, très portés par la programmation fonctionnelle. Mais du coup, ça a de plus en plus de la cote. Et au bout d'un moment, même Java, après s'être fait pousser au cul, je pense, par C#, s'est dit, tiens, on voudrait bien avoir ça aussi parce que c'est pratique, ça permet d'avoir une certaine concision dans l'expression de certains problèmes. Donc pourquoi ne pas avoir aussi, nous aussi, des lambdas? Et peut-être aussi parce que plein de développeurs sont sensibles à la programmation fonctionnelle avec le temps, j'en sais rien, peut-être que c'est par effet de mode, enfin bon. Sauf que Clojure est sorti en 2007. Le début des travaux sur les lambdas dans Java, c'est en 2007. Et ça aboutit à la JSR 335 en 2014. 7 ans. Il a fallu 7 ans de gestation. Alors pourquoi? Plusieurs raisons tout à fait recevables. Comme l'explique Neil Gafter dans son blog, enfin, il y a un super article lui aussi, en fait, Java c'est un langage objet. C'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que avant, qu'est-ce qu'on capturait? On capturait juste des variables de fonction, et puis basta. Ce n'est pas des concepts plus évolués que ça. Enfin, c'était assez régulier. Là, maintenant, on va devoir capturer d'autres concepts qui peuvent être lexicalement liés dans une lambda, concepts liés à Java. Alors, au hasard, pouf, le premier qui vient, this. This, potentiellement, on peut avoir besoin de le capturer. Et puis, là, on cite un certain nombre d'autres dans son un article. Donc, Neil Gafter, il a fait partie d'une des 3 propositions pour inclure des lambdas dans Java. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. 3 propositions qui ont été fusionnées en une seule pour donner l'implémentation des lambdas de la JSR 335. Alors, ça c'est notre exemple, toujours le même exemple, mais cette fois-ci écrit en Java. C'est plus du Kotlin. Qu'est-ce qu'on peut voir là? On retrouve à peu près toutes les mêmes histoires. L'expression d'une lambda, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, aux accolades près. Bon, c'est une syntaxe un peu différente, mais on est là. Différence ici. Le type de paramétric predicate, c'est plus une expression qui me donne le type de la lambda. C'est un type nominatif, c'est une interface. C'est un choix qui a été fait dans le cadre de Java. Et cette interface, ce n'est pas n'importe quelle interface. C'est une interface qui ne possède qu'une seule méthode et qui a été taguée avec @functionalInterface. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi ce truc? Ça veut dire que quand on tag une interface comme ça en Java et qu'on a cette forme d'interface, on a ce qu'on appelle une Single Abstract Method Interface, ou SAM Interface. C'est un terme que vous allez peut-être retrouver. Et c'est marrant parce que ça ressemble vachement justement à un type de lambda. C'est-à-dire ça prend une valeur ou des valeurs et ça retourne quelque chose. Voilà. Et ça, comment on pourrait l'exploiter dans le cadre de notre transformation? Ce qu'on pourrait faire, c'est dire, comme tout à l'heure, là j'avais introduit une data class, un truc qui s'appelait Clojure, là on va introduire une classe interne qui s'appelle Clojure aussi. J'aurais pu même l'appeler Clojure 001236 parce que là sinon on a l'impression que c'est vraiment un truc créé ad hoc qui implémente mon int predicate. En fait, pardon, j'avais oublié, j'ai toujours ma fonction lambda liftée. Ça existe toujours, comme tout à l'heure, comme dans l'autre exemple. Et ici, j'ai quoi? Eh bien, j'ai un attribut pour conserver la variable capturée, et puis j'ai un constructeur pour dire, quand je vais construire une closure, il faut que tu me files la valeur de la capture. Et puis, on a une implémentation pour test, puisque c'est une implémentation de l'interface inPredicate, qui s'appuie sur notre fonction lambda liftée. On retombe sur les principes de tout à l'heure. Grosso modo, c'est à peu près la même chose. Et donc, du coup, ça s'utilise comment? Comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je retournais une closure avec dedans la valeur capturée et puis un pointeur sur fonction. Là, je retourne une closure avec la valeur capturée parce que le pointeur sur fonction, il est implicitement inclus dans mon objet, dans ma classe closure.
La grosse différence, enfin la grosse différence, la différence avec tout à l'heure, c'est que ben, là où on va utiliser ce paramétric predicate, ben, autant en Kotlin tout à l'heure on écrivait predicate de quelque chose, c'est-à-dire une écriture très fonctionnelle, autant ben, là en Java ça ne s'écrit pas comme ça. Là ce qu'on fait c'est qu'on appelle effectivement la méthode de la SAM interface. Pourquoi tout ça? Ben, tout simplement parce que Java c'est un langage où on a, enfin, la JVM, c'est une plateforme en fait où on a une grosse volonté de rétrocompatibilité et de résistance aux évolutions futures. Et là, bah, ça c'est pour la rétrocompatibilité. Parce qu'il se trouve qu'il y a un truc ultra fréquent en Java, c'est l'interface runnable, qui a une méthode run. Eh ben, tout d'un coup, elle s'est retrouvée estampillée functional interface. Donc du coup, ça devient un type de lambda en quelque sorte. Et donc du coup, on peut lui affecter une lambda. Voilà. Et à l'utilisation, par contre, on n'a absolument zéro besoin de changer le code qui existait déjà. On peut, nous, s'en servir avec des lambdas, mais on n'a pas besoin de modifier le code qui existait déjà. Donc, rétrocompatibilité. C'est le grand jeu de la JVM. Alors, pardon. Voilà. Là, on arrive aux parties un peu compliquées. Mais en fait, en Java, on veut résister aussi aux changements futurs. Et la façon que j'ai eue de traduire la closure là juste avant, bah, c'est pas génial parce qu'en fait, c'est comme si le compilateur avait créé la fameuse classe closure, qui est là, qui est instancée. C'est comme si le compilateur l'avait vraiment généré du texte, puis compilé derrière, ainsi de suite. Donc ça veut dire que ça serait fait statiquement. Et bah, c'est pas génial, parce que si par exemple on voulait changer l'implémentation d'une closure dans le futur en Java pour des raisons d'optimisation de que sais-je, ben là on est coincé parce que les choses qui sont déjà compilées, ben, c'est raté, ça va pas marcher. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que, bon, on va pas le voir de suite. Là, la première chose qu'on voit, c'est notre fonction lambda liftée. Elle est toujours là. Donc, ils utilisent toujours le lambda lifting, appelé lambda desugaring en Java, avec un nom parfaitement bien dégueulasse. C'est normal, ça c'est une pratique classique des compilateurs, ce qu'on appelle du name mangling, c'est pour qu'il n'y ait pas de collision entre les noms générés et ainsi de suite. Donc, elle existe, elle est là, elle fait bien le taf qu'on attend d'elle. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Et puis, il y a notre parametric predicate. On voit qu'il prend un entier d'entrée, son paramétrage, et qu'il nous retourne un int predicate, c'est-à-dire un type fonctionnel, un type d'un prédicat qui va de entier vers booléen. Et là, on voit le truc. Invoke dynamique. Invoke dynamique, c'est une instruction qui était introduite avant Java 8, en Java 7, à l'usage des compilateurs pour des langages dynamiques sur la plateforme, sur la JVM. Pensez JRuby, Jython, what else, Groovy, voilà. Qui avait des besoins particuliers en termes d'invocation de méthode, parce qu'au moment où on invoque, on ne sait pas très bien, il y a des histoires de duck typing, enfin tout un tas de choses comme ça. Voilà. Ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et l'idée qui a été retenue pour Java 8, c'est de dire, ah ben on a ça déjà, on va s'en servir nous pour se rendre résistant au futur. Et donc du coup, c'est quoi l'idée d'invoke dynamique? Ben, invoke dynamique, c'est une instruction qui va permettre de générer à la volée la fameuse classe, donc pas la générer statiquement à la compilation, mais à l'exécution. Ma fameuse classe closure, il va me la générer à l'exécution, et il va me générer aussi un point d'appel pour le constructeur de cette classe, c'est-à-dire que le fameux new closure que je vous ai montré tout à l'heure, eh ben, il va être fait caché là-dedans et à l'exécution du programme, pas par le compilateur en avance de phase. Il se trouve que dans le code compilé, il y a un truc qu'on appelle la table des bootstrap methods. Et là, ici, on a une bootstrap méthode qui s'appelle metafactory, de lambda metafactory. C'est une classe qui est dans le JDK. Vous pouvez aller la voir. C'est écrit en Java. C'est appelé depuis du bytecode de la JVM, mais c'est une classe qui est écrite en Java. Vous pouvez aller voir tranquillement son code source et essayer de comprendre ce qu'elle fait. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que les arguments, enfin un des innombrables arguments de cette fonction, c'est justement notre fonction lambda liftée. On y est. Alors, invoke dynamique, ça marche comment? Quand c'est lu dans le flow d'instruction de la JVM, eh bien, ça va appeler cette fameuse bootstrap méthode, lambda metafactory, qui est un truc qui est prévu pour faire des lambdas.
en fait, en réalité, des closures. Ils auraient dû appeler ça closure metafactory, en fait. Et ça va générer, si vous allez voir le code dans la JVM, ça va générer ce qu'on appelle un call site, c'est-à-dire un point d'appel, tout simplement, au moment de... C'est l'équivalent dans notre code de tout à l'heure du return new quelque chose. Ça va générer littéralement ça. Et ça va générer aussi la fameuse classe closure à la volée. C'est vraiment là qu'elle est faite, qu'elle est créée. D'accord? Et ça, comment? Ben parce que tout simplement, le JDK, il embarque une librairie, enfin un clone d'une librairie qui s'appelle ASM, qui permet de faire de la manipulation de bytecode. Donc, littéralement, il génère du bytecode à la volée pour la closure et pour générer ce point d'appel. Donc du coup, ça veut dire que si le JDK évolue, si plus tard ils veulent changer des choses, ben, ils n'ont qu'à changer dans le JDK. Ils n'ont pas besoin de changer du code déjà compilé. Résistance aux évolutions. Et en fait, on pourrait se dire c'est inefficace, oui mais non. Parce que le call site en question, ben, une fois qu'il est fait, il est fait. Et ça tombe dans une classe de call site qu'on appelle les constant call site. Ça veut dire que ben, après, une invoque dynamique, il va directement aller sur le call site. Il ne va plus passer par le truc intermédiaire, ce qui prend des plombes. Et c'est tellement stable qu'au bout d'un moment, bah, c'est le JIT qui prend la relève. Il dit, bah, c'est super stable. Je génère du code machine. Donc, en 3 appels, en réchauffage du truc, ben, voilà, c'est terminé. C'est aussi efficace que si on avait généré le code d'emblée. Alors, pour conclure, eh bien, les fonctions anonymes liées lexicalement, donc c'est de plus en plus populaire. Et c'est tellement populaire qu'on les retrouve même, parce que tout à l'heure j'ai parlé de garbage collector, j'ai parlé de tas, hein, on les retrouve même dans des langages comme C++ et Rust, qui n'ont pas de gestion de mémoire par garbage collector. Rust, c'est marrant, hein, le bout de code, ça ne nous change pas trop de Kotlin ou de Java. On retrouve une déclaration de type fonctionnel, on retrouve une déclaration de lambda, on n'est vraiment pas loin. C'est assez compréhensible. À ceci près que, bon, il y a une finesse en plus dans laquelle je ne rentrerai pas, mais grosso modo, il y a besoin d'un move, parce que c'est capturé, et que comme ça doit remonter, et que, vous savez, Rust, il n'est pas content quand on ne fait pas les choses en suivant les règles, vu qu'il n'y a pas de garbage collector. Voilà, c'est la seule petite différence. Mais sinon, ça se ressemble vachement. Et après tout, c'est pas tellement étonnant parce que le concepteur de Rust, c'est quand même un gars qui s'appelle Graydon Hoare, qui se définit comme un ingénieur langage qui bosse, ou encore il bossait il n'y a pas si longtemps que ça sur Swift pour Apple. Et c'est un grand fan d'OCaml. C'est un gars qui a fait Rust parce qu'il voulait un langage de système qui lui permettait de faire des choses comme C++, mais avec des bons goodies comme il les aimait dans OCaml et d'autres langages fonctionnels. Donc c'est pas étonnant que ça soit aussi proche. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que donc, les fonctions anonymes, elles peuvent être dynamiquement liées ou lexicalement liées. On a vu, Lisp, c'est ce qu'il faisait avant. Pourquoi pas? Le consensus veut aujourd'hui que la liaison lexicale, ça soit la bonne façon de faire. Ça a été étudié, prouvé, discuté. Il y a un consensus là-dessus. Donc du coup, tous les langages aujourd'hui font plutôt de la liaison lexicale. Que pour ça, ça nécessite un moyen d'implémenter la liaison lexicale. Et que ce moyen, c'est une closure, c'est-à-dire une structure qui garde les valeurs libres de la variable, des variables libres de la fonction, pardon, et le pointeur sur la fonction. Et que des fois, il y a des stratégies d'implémentation qui peuvent varier. On en a vu une pour Java, on en a vu une pseudo dans le cadre de Kotlin, bon, ça c'était un truc de mon cru. Dans les langages comme OCaml et Haskell, là c'est juste prévu dans la runtime. C'est même pas un détournement d'objets ou une astuce comme ça. Voilà, et donc ça tient compte des spécificités du langage. Voilà, eh bien, c'est tout pour moi. Si vous êtes intéressé par la présentation, elle est disponible en ligne, c'est là-bas. J'ai pas mis le QR code du code parce que je vous ai dit le code existe, il marche, tout le code, Rust, Lisp, Kotlin, Java.
Bon, ça c'est le feedback si ça vous chante. Et puis ben voilà, ben, plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu me supporter pendant 3 quarts d'heure.